Donc bonsoir, nous voilà de retour après peut-être une panne de son sur l'AG. Nous sommes avec Rachel. Donc Rachel, on va parler d'autisme et de la dramatique gestion des autistes en France, puisque nous sommes en énorme déficit et que de nombreux autistes sont obligés de s'exiler en Belgique pour pouvoir être traités, soignés et pris en charge. Mais d'abord, vous avez une relation avec... Oui, alors moi je m'appelle Rachel, j'ai un neveu autiste qui a aujourd'hui 31 ans et il est victime de ce scandale sanitaire et social. Mais alors d'abord, quel est son... Parce qu'il y a plein d'autisme. Voilà, alors lui son autisme, c'est un autisme profond, ça veut dire qu'il ne peut pas parler, il ne sait pas parler. Et il a été, quand il avait 10 ans, dans une école qui s'appelle Bonneuil. Mais il n'a pas appris à parler. Il ne sait pas, il ne peut pas, et on ne sait pas pourquoi. Alors ça a été détecté comment ? Quand il a commencé à rentrer à l'école maternelle. D'accord. Mais quand on l'a présenté à une psychologue qui travaillait pour les crèches d'Argenteuil, elle n'a pas compris, et donc elle a dit il a son caractère, il a sa personnalité. Mais les choses ont empiré, puisque cet enfant ne pouvait pas communiquer avec les autres enfants dans la classe et avait des comportements qui ne rentraient pas dans le cadre. C'est une des définitions qu'on donne à l'autisme, un trouble de la communication. Voilà. Et donc là, effectivement, quand un enfant ne parle pas, ne communique pas avec d'autres enfants, ça peut se retourner contre lui, surtout dans une cour de récréation, et ça peut être assez compliqué pour lui de vivre la situation. Oui. Et puis effectivement, l'école n'a pas du tout de cadre ou de mise en place pour faire face à ça. C'est une grosse difficulté. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de com', je ne sais pas si c'est vraiment si ça se fait, mais il y a beaucoup de com' sur le fait que oui, les enfants autistes vont aller à l'école. Ça, c'est pas gagné du tout. Voilà. Non, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des aides maternelles qui aident les parents et les enfants à justement s'adapter à ce milieu-là qui est particulier. Voilà. Il faut que les enseignants, les instituteurs soient aussi formés pour savoir gérer ces enfants particuliers. Ça tombe mal puisque les budgets, je crois, pour les écoles sont en baisse. Oui, puis en plus, quand vous avez 26 enfants dans une classe et que des fois les maîtresses n'ont pas d'assistante auxiliaire, eh bien, elle est en souffrance, les autres enfants, et lui, l'enfant, il souffre doublement. En plus, voilà. Alors, une fois qu'à 10 ans, ensuite, c'est donc en rentrant à Bonneuil que ça a commencé à être flagrant. Oui. Non, non, c'était avant, dans sa petite enfance. Mais bon, à cette époque-là, on était dans les années 84, 85. C'était au bonheur la chance que les parents trouvaient un interlocuteur valable qui puisse le dire. Votre enfant, il a des problèmes et on va s'en occuper, on va vous aider. C'était au bonheur la chance. Il y a des parents qui ont eu de la chance et d'autres pas. D'accord. Voilà. Et c'est donc l'inégalité des services. Voilà. Il n'y a effectivement pas de... Il y a une formation inégale, une distribution inégale des compétences. Il y a des départements qui, par exemple, moi j'ai appelé pour parler, dans le 94, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure. Et on va vous dire... Aucune structure d'accueil, aucune structure vers laquelle se tourner. Voilà, pour un jeune autiste adulte qui a fini son parcours jusqu'à 18 ans, après il n'y a plus rien. Et on va vous dire, oui, ces départements, ils sont mal lotis. Et puis, c'est tout. D'accord. Alors on dit, on va les faire prendre en charge à Paris. Ah non, il n'est pas du secteur. Donc c'est kafkaïen. Et donc là, du coup, c'est la sécurité sociale qui s'occupe, qui aide les parents à gérer. Alors, qui accompagne. C'est un peu dur de dire aide parce que moi je trouve qu'ils les aident pas. Mais d'accord. Bon, est-ce qu'il y a une... Il y a quand même effectivement, il y a une prise en charge qui est une prise en charge de 70% de la sécurité sociale, 30% des départements et des conseils généraux. D'accord. Ça représente aux alentours de 3 000 €. Et ces 3 000 € par mois. 3 000 € par mois sont versés en Belgique dans une institution pour s'occuper de ce jeune adulte handicapé. Donc là, on parle de votre neveu. Voilà. Mais en France, il y a près de 45 000, je crois,
45 000 de situations non réglées. D'accord. Comment dire, en souffrance. D'accord. Donc en Belgique, enfin, puisque la France n'a pas assez de centres pour pouvoir accueillir et prendre en charge ses enfants et ses adultes, ils sont obligés de s'exiler donc en Belgique. Oui, dans des institutions. Et ils sont combien? Et ils sont de l'ordre de 6500, pas qu'autistes, handicapés. D'accord. Parce qu'il y a des polyhandicapés, il y a des enfants qui souffrent de maladies rares. Voilà. L'handicap est traité en Belgique. Et donc ça, c'est la France qui finance finalement ce traitement-là. C'est la France qui finance, puisque ça représente 250 millions d'euros. Par an. Par an. Ça, c'était pour le chiffre de 2015, voilà. C'est ça? Oui, 2015. Ce chiffre a été remis à l'Assemblée nationale. Il y a un livre noir qui a été remis à l'Assemblée nationale par des associations. Une grosse association, dont l'UNAPI, oui. Qui a d'ailleurs... C'est l'Union nationale des parents d'enfants handicapés. D'accord. Non, inadaptés. Inadaptés, ouais. Exactement. C'est ça. Voilà. Et donc, oui, alors c'est 250 millions qui partent chaque année en Belgique pour gérer finalement oui. des enfants et des adultes français. Oui. C'est quand même un scandale, puisque a priori, on pourrait considérer que la France est aussi capable de gérer l'autisme. Des fois, elle a des hôpitaux qui se vident parce qu'ils ils les revendent dans le cadre de l'immobilier. Par exemple, il y a des hôpitaux autour de par exemple, Maison Blanche, Perret-Vaucluse, Moisselles. Ce sont des endroits où il y avait des bâtiments qui ont été vidés des patients et on revend des parcelles et tout, mais on n'accueille pas. Aucune vision, aucune anticipation en fait. Non, on n'accueille pas, non, on s'est débarrassé, pour moi, on s'est débarrassé d'eux. Voilà, on balance l'argent des contribuables pour aller gérer ça ailleurs. Mais est-ce que c'est un état d'esprit particulier en France? Est-ce que dans d'autres pays, clairement, il y a une prise de conscience qui est qu'on sent, ou une culture qui fait qu'on sent que la prise de conscience est beaucoup plus importante? Est-ce que c'est un phénomène qui a changé? Est-ce que c'est récent? Eh bien écoutez, moi je pense que maintenant, cette histoire s'est installée au minimum depuis 15 à 20 ans. C'était de pire en pire. Je veux dire qu'il y a très peu de lieux de vie en France. Les gens qui créent des lieux de vie ont d'énormes difficultés à les mettre sur pied. Énormes difficultés. Quelles sont les difficultés en général? On leur pose des normes sanitaires et sociales. Et pourtant, on ne demande pas à la Belgique d'avoir ces normes sanitaires et sociales. Mais c'est des normes qui sont a priori plutôt... en général, c'est l'Europe en général qui décide un peu d'un cadre normatif. Pourquoi la Belgique serait à l'écart de ces normes-là? C'est quelque chose qui m'échappe. Est-ce que vous avez un exemple justement de normes qu'on doit appliquer en France et qui ne sont pas appliquées en Belgique? Eh bien, peut-être dans la formation du personnel. Peut-être qu'ils sont moins exigeants quant à leur formation ou leur statut. D'accord. Oui, effectivement, en Belgique, là où est ce jeune homme qui s'appelle Benjamin, si on regarde les diplômes, la directrice, elle est infirmière. Et les autres personnels, je ne peux pas vous garantir que c'est des éducateurs, des infirmiers. On ne peut pas vous dire quelles sont leurs professions, leur formation, leur statut professionnel. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un psychiatre qui vient de France et qui fait un tarif pour tout le monde. Il prend des ordonnances et il marque des neuroleptiques, des calmants. Mais ce que j'arrive pas très bien à comprendre, c'est à quoi sert le neuroleptique pour un autiste? A priori, un autiste, c'est un trouble de la communication, comme on a dit tout à l'heure. Vous avez raison. Normalement, quand vous parlez à quelqu'un de compétent, il vous dira mais c'est pas pour un autiste. Il n'a pas besoin de neuroleptique. Il n'est pas délirant.
Il n'a pas... Non, mais le neuroleptique peut, dans ces cas-là, servir de camisole chimique. D'accord. Je le vois comme une camisole chimique. Je ne le vois pas comme pour calmer son anxiété. Non, c'est plutôt une camisole chimique. Parce que quand moi on m'a raconté. Alors, mais quelle est la responsabilité des parents et des gens qui c'est affreux pour les parents parce que ils se sentent coupables, et en même temps ils n'ont pas les moyens de prendre le jeune chez eux. Mais s'ils l'avaient chez eux, ils ne recevraient pas cette prise en charge de la sécurité sociale et de la région? Le problème, c'est que c'est très difficile parce que quand même, il faut un cadre pour un autiste a besoin d'un cadre, on va dire, il a besoin de rituels. Donc c'est difficile d'imposer à une famille d'avoir des rituels et par exemple demander à une mère de laver son fils de 30 ans. C'est difficile quand même de demander des choses comme ça. Et puis il peut avoir des moments justement d'angoisse où il crie. Tout ça. D'accord. Tout ça, on pourrait en parler plus longuement une autre fois, mais pour vous dire en gros, c'est assez incompréhensible et c'est scandaleux. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Qu'est-ce que le ministère, comment il réagit par rapport à ces situations-là? Le ministère, écoutez, on a écrit des lettres à Marie-Josée Neuville pour lui parler du cas de Benjamin, qui a depuis quelque temps, depuis 1 an, des troubles somatiques du genre des effets secondaires qui le rendent malade, neuroleptique. Donc on lui a écrit pour lui dire voilà, il faut qu'il reste en France dans un lieu de soins. On n'a obtenu aucune réponse, un silence radio affreux. Et la seule chose qu'on a pu obtenir, c'est de le faire revenir en France à la Salpêtrière. Il a pu revenir 3 mois. Pour empêcher, disons, un pronostic, pour empirer pour pas que son cas s'empire. S'aggrave, oui. Mais en même temps, il est parti sans que tous les soins et toutes les investigations soient faites. On l'a renvoyé parce que dans cette unité qui s'appelle l'Usidatu et qui se trouve à la Salpêtrière, il n'y a que 5 places. 5 places. Donc, pour la région parisienne. Voilà, pour la région parisienne, 5 places. D'ailleurs dans un lieu très inadapté, dans ce grand hôpital qu'est la Salpêtrière. Merci beaucoup Rachel. Écoutez, merci beaucoup de ce témoignage. On pourra en reparler et puis vous dire des choses. Comment les gens peuvent agir? Justement, je pense qu'il faut qu'ils puissent créer des groupes de pression. Et puis aussi secouer un peu les grandes associations qui s'occupent d'handicap, qui sont un peu, pour moi, trop silencieuses. Est-ce que vous pensez créer une commission justement ici? Eh bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de faire et d'en parler. Et d'ailleurs, je commence à en parler à droite, à gauche, pour effectivement mettre ça sur la place publique. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup à vous. Donc nous allons revenir sur l'Assemblée Générale. Merci beaucoup Rachel de ce témoignage. C'est très important de prendre en compte ces jeunes et ces adultes qui se retrouvent enfermés dans un carcan administratif et quelquefois chimique, comme si c'était des bêtes. À tout de suite.